Thank you for joining this InCyber session on the topic, how to mitigate crypto risks with the right data-driven compliance strategy. The title of this session, says it all. For the next hour, you will learn about cryptocurrencies, what risks they may present, and how to mitigate them, how to mitigate these risks. So that's with this, everyone will get the most of cryptocurrencies, and we will make them more transparent and more trustworthy. So to discuss this topic, we have invited two experts from Chainalysis, Willem from Van den Broedelaer and Joseph Watras. So Willem will be the first to speak. Willem is the account executive responsible for France at Chainalysis. So this means if you have questions and you're in France, he's really your go-to person. He has been with the company for 2.5 years, working closely with law enforcement, regulators. Chainalysis has a lot of work with regulators and law enforcement. Crypto companies and financial institutions. Before Chainalysis, Willem was in traditional finance at Bloomberg. Willem is based in London, but spends most of his time in the Eurostar. And we hope this will continue to be the case with the COVID, so for this year. Joseph, so Joseph will speak right after Willem. He's the compliance advisory lead at Chainalysis. So it's really about, so he helps financial institutions and crypto native businesses build compliance programs in order to offer new products to their customers and encourage cryptocurrency adoption. Prior to join Chainalysis, I understand there are some lagging issues, so we'll try to fix it. So for the Q&A session. Joseph worked in financial crime and anti-money laundering roles across the financial services ecosystem, including at a European cryptocurrency broker, a leading Nordic investment bank, and PricewaterhouseCoopers, PwC. So we will have 2 sessions in a row, followed by Q&A. Please interact in the discussion in the chat session during the sessions, and we'll check the questions for the last part of the session. Apologies for the slightly technical problems, and now over to Willem for the presentation. Thank you so much, Jean-Christophe, for the introduction. I think my Wi-Fi is working better, so hopefully the audience will be able to hear me well. It's really great to be talking to the FIC community. I was at the conference in Lille in 2019. It was a great event. And so I'm Willem, as Jean-Christophe explained. I'm the account executive for France at Chainalysis. And so today I'm going to be talking about the landscape of cryptocurrency. We're going to give you an overview of the ecosystem from the perspective of the risks. And to do that, we will walk you through some concrete examples. So we will look at typologies like ransomware, money laundering, dark marketplaces, and scams, and try to see how these types of crimes are evolving. We'll take a look at the trends, and in the end, I'll be handing it over to my colleague Josep, who will explain what we can do to address this, how we can use the data to make crypto safe for everyone. Next slide, please. And so Chainalysis was the first company to start linking what's happening on the real world, to the blockchains. We have more than 500 customers in more than 60 countries, and we've been present in France for a long time. So we've been working with the government in France for more than 5 years now. So we're working with the Gendarmerie, the National Police, and a number of other types of units and agencies. And so
if you look at the use cases, governments use Chainalysis to investigate economic and other types of crime that happen on the blockchains. So they use Chainalysis for their investigations. And we also work with the regulators globally, both financial regulators and the FIUs, so in French, you would say the Cellule de Renseignement Financier, and we help them understand what's happening on the blockchains. And there's also the other side of this equation, which is the industry. So we work with the cryptocurrency companies. In French, you say les PSAN, the prestataires de services sur actifs numériques. More and more fintechs and financial institutions, they use the same data that we provide to governments to stay compliant, to be alerted in case of any risky activity. And so we don't do this just for Bitcoin. Bitcoin is the famous one, but we do it in terms of investigations for more than 100 blockchains and for blockchains and cryptocurrencies. And for compliance, we are compatible with all of the cryptocurrencies distributed on public and hybrid blockchains. Next slide, please. I think what's interesting to know is that we were the first company to start doing this sort of work, linking what's happening in the real world to the blockchains. For us, it started in 2014 when our founder was asked to help with the Mt. Gox investigation. And so the platform where most Bitcoin transactions were happening in 2014 was hacked, and a prototype of Chainalysis was used to follow the money. So a lot of that money was actually traced to BTCE, which was an exchange where a lot of money laundering was happening. Over the years, Chainalysis has helped with a lot of major investigations, investigations related to darknet markets like Silk Road, Alphabay, and Hansa, helping analyze the data, helping catch the bad guys, and a lot more. So we are very active in the fight against ransomware. Ransomware has become very big in the media, especially after it became perceived rightfully as a national security threat, with attacks against infrastructure, as we've seen in the US with the Colonial Pipeline, but also in France, there's been hospitals being attacked during COVID. So we will talk more about ransomware later in the presentation. And just to quickly name a few other typologies, there's child abuse content platforms that are being taken down thanks to Chainalysis, and public sector collaboration, and also the financing of terrorism, which is happening on the blockchains. Next slide, please. And so how are we really doing this? It turns out, it's not easy to link addresses to the entities that are controlling them. Blockchains are public, but even though they offer, this permanent record of data and transactions, the information there is pseudonymous, so you don't know really who is involved. And so through a number of data collection methodologies and algorithms, Chainalysis is able to identify entities that are operating on the blockchains and group together the blockchain addresses that are used by these entities. So for example, here you see a transaction on the left side of the screen as it would appear on the ledger of the Bitcoin blockchain. And on the right side, you see the same transaction within Chainalysis systems. This is a transaction going from Conify to the exchange Bitstamp. Next slide, please. And so
what's important for a company like Chainalysis is to identify as many entities as possible across the entire spectrum of risk. So there's compliance businesses like exchanges, regulated platforms. There's a number of them in France. They have got their license with the AMF and the ACPR. But there's also illicit entities, of course, that are active, from darknet markets, fraud shops, and all of the categories you see in the warm colors on the right side of the screen over here. So we have identified more than 6,000 of these businesses for the Bitcoin blockchain, more than 17,000 across all of the assets that we monitor. And this is the data that we make available to the governments and the industry to help them basically have visibility over what's going on and help them make better decisions. Next slide, please. And so a lot of the information that we collect, we also make available every year in a report called the Crypto Crime Report. So the next sections are is basically a curated selection of some specific typologies of crime and specific examples that we think are very interesting. But it's good to start first with a high-level picture of the ecosystem as a whole. So there was $10 billion worth of Bitcoin transfers in 2021 already that we can associate with illicit entities. And so that's the column that we see on the right side of the screen. That's data until very, very recently. And so if you look at the blue columns, that's on the y-axis on the left side of the screen, it's the absolute amount of Bitcoin that was sent and received by illicit entities. And there's also a red line on the screen, which represents the share, the relative part of this activity, of the total activity, which was considered illicit. And so the things I want to point out here is that actually there was a reduction from 2019 to 2020 because in 2019 there were very big multi-billion-dollar Ponzi schemes. But in reality, if you zoom out, the trend is still for, in absolute terms, the level, the amount of illicit transfers are increasing in absolute terms. But if you look at the relative share, it's actually going down. So the share in red is trending downward. This is because if you look at the overall cryptocurrency market, the amount of activity, also the compliant activity, is exploding. And that's why the relative share is going down. And so if you adjusted the 2021 column, and if we did the same analysis at the end of the year, we actually expect that this would be again above the $15 billion. Next slide, please. And so just a few words about ransomware. Of course, I'm sure this audience is very well versed with this typology of crime. As you know, ransomware payments are paid typically in Bitcoin or in other cryptocurrencies. One thing that's interesting is that the size of the average payment for ransomware has gone up a lot over the last couple years. It's not rare anymore to see payments of more than $10 million. And this phenomenon accelerated during COVID. A lot more people are working from home remotely, but not with the right levels of security in place. It's easy now for these viruses to spread laterally across organizations.
And there's hospitals, for example, being attacked. That's the example we see here at the bottom, Le Centre Hospitalier d'Arles. So this has gone from just being an economic threat to a national security problem. And that's why there's so much focus on this now. And at Chainalysis, we feel that we're better equipped than ever to fight back, because we can analyze, of course, the payments that are being made, but we can also see how these attackers pay for infrastructure using cryptocurrency. They will buy VPNs, they will buy servers using crypto, bulletproof hosting, and then they use cryptocurrency clusters for the money laundering aspects. And we will talk more about that a little bit later. So next slide, please. So moving on to money laundering, all of the crime typologies that we're talking about today are linked to money laundering. Illicit proceeds are always going to need to be placed, layered, and injected back into the real economy. So there's some really interesting trends that appear when you look at the specific types of risky services that are receiving funds from various types of cryptocurrency crime. For example, here we see that people that do scams, that's the yellow typology, they really like to use gambling sites to launder their proceeds. And the other thing that stands out is that high-risk exchanges, so these are exchanges that don't do KYC, so they don't know who their customers are, they don't have cryptocurrency monitoring software, they have links to organized crime, etc. High-risk exchanges are used a lot in terms of money laundering. And that again suggests that it's really important to have the right compliance, the right regulation, and the right compliance strategies in place. Of course, mixing services are getting a lot of illicit funds as well that originate a little bit everywhere, darknet markets, ransomware, etc. But at the end of the day, a high-risk exchange is not that different from a mixer. It's an entity that will collect funds, redistribute them, be opaque, not collaborate with law enforcement. So that's why it's so interesting now that compliance is happening globally for cryptocurrency, but it's not happening symmetrically in the same way everywhere. So next slide, please. This is a particularly interesting chart. We're looking at the top we're looking at 270 addresses that are used as deposit addresses on exchanges. All of these 270 cryptocurrency addresses have received at least $1 million worth of crypto from illicit sources. And so what we do here, we are plotting these addresses based on the total amount that they have received from illicit addresses. So that's the x-axis. And on the y-axis, we have the share that those illicit funds make up of the total amount that was received by these addresses. So in other words, over here, we have an address that received $80 million, and more than 75% of that came from illicit sources. The addresses over here at the top on the left received 100% in illicit of their funds were illicit, and basically this was interesting analysis because we see that by plotting them this way, it makes evident different types of strategies and money laundering
patterns. Some addresses will take in only illicit funds, and by that we can deduce that they are professional money launderers, often part of or working for organized criminal groups. And in other cases, the addresses that are towards the bottom of the graph that are receiving a smaller percentage of funds from illicit sources, they could be just people that are, for example, brokers that are just not asking a lot of questions, that don't have the right tools, that are working in a jurisdiction where there aren't good guidelines and guidance. So with this sort of analysis, we're able to guess and have some sort of insight around the money laundering strategies that are being used. Next slide, please. We're going to talk a little bit about darknet marketplaces. There's a couple very interesting things, I think, in this specific graph. So the orange columns represent the total value received quarter by quarter since the first quarter of 2014. And the blue line represents the number of deposits. So that's the number of individual transfers. Les transferts individuels. Première chose que l'on remarque, c'est qu'il y a en plein milieu du graphique une chute à peu près aux environs du deuxième et troisième trimestre 2017. C'est à ce moment-là que le Darknet Alphabet a été fermé. À ce moment-là, Alphabet était vraiment le leader sur ces marchés du Darknet. Autre chose que l'on remarque également sur ce graphique, peut-être après le troisième trimestre de 2019, le nombre de dépôts a diminué également, alors que le volume a continué d'augmenter. Il y a plusieurs théories qui peuvent expliquer cela, mais certains suggèrent que les activités dans le domaine du trafic de drogue sur le Darknet, ce sont des activités qui se professionnalisent. Effectivement, certains deviennent de plus en plus actifs, de plus en plus professionnels, entre guillemets, reçoivent des paiements de plus en plus importants, mais peut-être moins fréquents. Ça, c'est une éventualité, une explication possible. Ensuite, si vous regardez les montants absolus, les colonnes en orange pour le premier trimestre de 2020, on voit que là, le montant est légèrement inférieur au quatrième trimestre de 2019. Et là, nous pouvons émettre l'hypothèse qu'à cause de la pandémie de COVID-19, il y a eu des perturbations dans les services postaux. Et donc, il était peut-être très difficile d'utiliser ces services illicites. Et c'est peut-être une façon d'expliquer cette légère diminution. Page suivante, s'il vous plaît. Vous l'avez vu sur le premier graphique et d'ailleurs, nous avons constaté également la même chute. Il y a eu effectivement une chute, mais on voit que les chiffres sont remontés, sont repartis à la hausse très rapidement avec Hydra. Et là, je dirais qu'on voit vraiment ce qui s'est passé. Nous avons deux courbes sur ce graphique. Si vous regardez la courbe orange, elle représente les revenus totaux des marchés du Darknet entre 2015 et 2020. Si vous regardez la courbe en jaune, la courbe inférieure, c'est la même matrice, mais si on retire le Darknet russe Hydra. Alors, Hydra, qu'est-ce que Hydra? Eh bien, c'est le marché du Darknet qui, en volume, est le marché le plus actif aujourd'hui. Je dirais que ce sont des plateformes russophones uniquement. En ce qui concerne les fonds qui transitent sur ces plateformes, ce sont des fonds qui sont blanchis. Ils utilisent des bourses, des courtiers, des intermédiaires qui sont en Russie ou dans les pays russophones. Donc, en fait, cela dépend de la façon dont les pays sont réglementés, de la façon dont les réglementations sont mises en place. Cela dépend également de la collaboration entre les différents pays. Ça, ce sont des éléments vraiment très importants qui vont pouvoir définir s'il existe ces paradis fiscaux
ou pas. Donc, en ce qui concerne cet écran ici, Hydra, vraiment, est une plateforme, bon, évidemment, très intéressante, même si elle représente également un sérieux problème. Quelques petits mots maintenant par rapport au scam, qui, en termes de volume, je dirais vraiment représente la typologie criminelle la plus importante qui touche le marché des crypto-monnaies. De nouveau, si vous regardez les dates ici au bas de l'écran, eh bien, vous voyez qu'au début de la pandémie de COVID-19, on a vu qu'il y a eu quand même un impact très, très important. Et d'ailleurs, ça se voit par rapport à la valeur des crypto-scams. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder, en fait, ce graphique. On voit qu'il y a une crise des crypto-monnaies qui a traversé une crise. Il y avait pas mal de craintes. Les gens voulaient vraiment être sur le marché à ce moment-là. Ils ont probablement pris de mauvaises décisions lorsqu'il s'agissait d'établir une stratégie d'investissement. Au niveau des crypto-monnaies et toutes les formes numériques, là, bien, je dirais que ça en est très bien sorti. Voilà, on utilise Zoom aujourd'hui. Eh bien, forcément, Zoom a explosé pendant la pandémie. Finalement, les gens n'avaient pas tellement envie d'avoir en main de l'argent physique comme c'était peut-être le cas précédemment. Donc, cela explique pourquoi on a eu une augmentation des scams pendant la pandémie. Il y a d'autres raisons qui expliquent également ce phénomène. Si je peux avoir l'écran suivant, s'il vous plaît. Les scammers sont extrêmement très créatifs, hein. Ils s'adaptent très rapidement. Ils vont assez rapidement essayer de nouvelles idées. Ils vont utiliser des événements, les mots-clés du moment pour se faire passer pour étant vraiment des acteurs plutôt réalistes et réels. Vous avez ici un exemple d'un faux email envoyé soi-disant par l'OMS dans lequel on demande à ce que des dons en Bitcoin soient réalisés. Ce sont des cas de fraude, mais il y a également des cas d'extorsion. Vous avez des cas qui sont vraiment très très connus, des exemples très connus d'extorsion. Maintenant, les gens en fait vont vous menacer de vous infecter du virus du COVID si vous n'envoyez pas de l'argent. Il y a également les cas de phishing. Voici d'autres exemples encore où les criminels, ici, tout simplement, voilà, ajoutent des mots-clés, les mots-clés du moment, par exemple, COVID-19, et vous envoient cela vraiment au plus grand nombre possible de personnes. Je suis quasiment convaincue que vous avez déjà été en contact avec des attaques au phishing. Ils utilisent les crypto-monnaies très très souvent comme vraiment un transfert de valeur et grâce à Chain Analysis, eh bien, vous avez la possibilité de tracer ces transferts et de collaborer avec les forces de l'ordre. Voilà, j'en ai terminé. Je me ferai un plaisir évidemment de répondre à vos questions un petit peu plus tard et je passe maintenant la parole à mon collègue pour la partie stratégie de compliance. Merci, merci beaucoup, Willem. Voilà, ceux et celles d'entre vous qui ont peut-être eu un petit peu de mal à entendre ce que Jean-Christophe a dit tout au début, je vais vous parler de l'établissement d'une stratégie de compliance, une approche un petit peu plus pratique afin de voir comment il est possible de faire pour lutter contre tous les problèmes épinglés par Willem dans sa présentation. Je vais donc vous parler du processus cadre dans un premier temps et puis ensuite la stratégie. Alors, comment établir cette approche basée sur le risque en matière de crypto-monnaie? Nous avons ce cadre du risque qui repose basé sur le risque pour les différents types d'entreprises de crypto-monnaie et ensuite le seuil. Ça, c'est également important d'établir un seuil de risque interne en matière de crypto-monnaie. La partie application, là, on va appliquer le seuil en fait à la base de clients de crypto-monnaie existante mais également future. La phase de vérification et puis ensuite la révision du seuil périodique et la rétrospective de politique. Je voudrais au cours de cette session aborder les deux premières étapes, l'étape politique et ensuite l'étape du seuil.
Pour commencer, je pense qu'une des premières questions que vous devriez vous poser est la suivante. Quel est vraiment l'accent stratégique de notre institution? Eh bien, il est important que vous identifiez les clients avec lesquels vous travaillez, ceux avec lesquels vous ne travaillez pas. Là, je pense qu'il est important de disposer d'une bonne stratégie de compliance. Alors, au niveau de nos clients, nous avons des clients de type institution financière qui entrent sur ce crypto-marché et qui, généralement, vont travailler avec les entreprises qui présentent le moins de risques possible en matière de crypto-monnaie. Donc, généralement, ils vont travailler avec des bourses qui sont réglementées, avec des investisseurs en crypto-monnaie, peut-être avec des bureaux OTC. Et en tous les cas, au début, ils ne vont pas travailler avec les prestataires ATM, avec les ICO, avec les instances de traitement des paiements en crypto-monnaie. Voilà, parce que vous avez là vraiment toute une série de catégories qui sont considérées comme étant à risque, comme les entreprises, par exemple, qui se trouvent dans les juridictions à haut risque. À partir du moment où vos clients sont bien définis, eh bien, je pense qu'il est important de penser à établir les différents seuils. Avant de faire cela, moi je pense qu'il est important également de tenir compte des indicateurs de drapeau rouge. Et là, nous avons deux très belles ressources. Nous avons le rapport FATF sur les actifs virtuels et un autre rapport du FinCEN Advisory. Ce sont vraiment là des documents très très importants que je vous encourage à lire avant de vous lancer dans ce domaine. Comme mon collègue l'a dit, nous avons établi des catégories d'activités à risque. Comme vous le voyez ici sur la droite de l'écran actuellement. Lorsque l'on interagit avec ces services, eh bien, généralement, là, c'est vraiment le drapeau rouge. Je dirais que cela veut dire qu'il est important de considérer certaines activités comme étant suspectes. Je ne vais pas évidemment m'étendre sur chacune de ces activités, mais voilà, ce sont par exemple les deux premières activités, elles sont bien connues, le financement des activités terroristes, les sanctions, ensuite vous avez les marchés du Darknet, le mixage, vous avez par exemple, là, ce sont des services qui cachent l'origine de la destination des fonds. Vous avez également toutes les entreprises qui travaillent au Venezuela, par exemple, ou bien en Iran, dans les juridictions à haut risque. Et puis, vous avez également les échanges peer-to-peer. Ce sont là vraiment des bourses qui sont caractérisées par un manque total de devoir de vigilance, par exemple. Autre concept important lorsque l'on parle des crypto-monnaies. Il est important également de se rendre compte que, voilà, on a tous des microbes sur nous. Évidemment, il n'y a pas vraiment de réponse unique en matière de crypto-monnaie. Les transactions entrantes, par exemple, ne peuvent pas être bloquées. Les retraits, par exemple, peuvent être pré-screenés pour évaluer le degré de risque. Chain Analysis a parfois du mal, par exemple, à étiqueter ces différents clusters. Et malheureusement, c'est parfois lorsque les transactions ont eu lieu que voilà, on peut agir. Par exemple, lorsqu'il y a eu des sanctions ou lorsque les forces de l'ordre sont déjà intervenues. Donc, il se peut que les différentes bourses, au moment de la transaction, vos clients, par exemple, au moment de la transaction, n'aient pas été au courant que c'était une transaction suspecte. Autre point également important, je dirais que ce n'est pas tellement le fait que vous ayez des problèmes, c'est ce que vous allez faire par rapport à cette exposition. Par exemple, est-ce que des activités risquées ont été détectées? Comment les entreprises crypto y ont-elles répondu? Est-ce que, par exemple, elles ont présenté un dossier pour transactions suspectes? Comment est-il possible d'identifier ces entreprises et d'atténuer les risques? Autre point également très très important, lorsqu'il s'agit de ces différentes catégories de risques comme les scams, les fonds volés et les ransomware, si vous recevez des transactions de leur part ou si c'est un envoi de transactions, il y a effectivement des différences entre l'auteur de l'acte illégal et la victime.
Donc, très particulièrement, ce que nous voyons ici dans ces différents services, cela dépend effectivement des victimes donc, qui envoient ces fonds parce que ces victimes paient une rançon, par exemple, aux scammers. Et la typologie de réception, généralement, met le doigt sur l'auteur. Parce que c'est très souvent là qu'il y a du cash-out et que l'on va essayer de liquider les produits de ces activités criminelles. Donc, il est important de garder cela à l'esprit. Autre point également important, les forces de l'ordre sont intéressées par les deux côtés de l'équation. En fait, là, on voit effectivement que l'on se concentre sur la typologie de l'envoi, mais également de la réception. Nous comprenons maintenant l'élément de risque et les risques inhérents aux écosystèmes. Je pense qu'il est important de déterminer le seuil du risque. Bon, lorsque vous développez un cadre, vous devez vous poser les questions suivantes. Quel est, par exemple, le seuil en dollars pour chaque catégorie de risque? Est-ce que, par exemple, vous pensez à des transactions en dessous de 2000 dollars américains qui présentent un risque? Est-ce que, par exemple, vous avez un calendrier en tête, par exemple, ou bien une ligne du temps qui va vous permettre vraiment d'évaluer la situation et à quelle fréquence également? Quels sont les seuils établis par rapport à l'envoi et la réception? Autre approche possible, vous pourriez vous poser la question du seuil en termes de pourcentage pour chaque catégorie de risque. Et en plus de cela, vous pouvez par exemple analyser oui, le nombre ou la fréquence des transactions. Est-ce que, par exemple, ce sont des transactions répétées pour de petits montants ou bien est-ce qu'il s'agit là de dépôts répétés, mais par exemple pour des montants 2 fois, voire 5 fois plus importants? Autre question également qu'il est intéressant de se poser, si ces seuils sont dépassés, que faire? Quelle action alors prendre? Nous venons maintenant de cerner un petit peu ces risques et les seuils à appliquer. Vous allez maintenant essayer d'évaluer la société de crypto-monnaie potentielle. Nous avons donc ce cadre en matière de risque. Que faisons-nous? Je pense que ça, c'est assez traditionnel. C'est ce que l'on voit dans la finance traditionnelle. On demande à ce que le client éventuel remplisse un formulaire. Je ne vais pas évidemment aborder tous ces points dans leur moindre détail, mais en tous les cas, nous voulons comprendre la structure de l'entreprise, les types de produits et services offerts, tout ce qui touche les licences et réglementations, et tout particulièrement quelles sont les juridictions auxquelles les services sont offerts. Et si par exemple, ils ont besoin d'une licence dans cette juridiction. Si ce n'est pas le cas, un avis juridique alors serait peut-être utile. Et je pense que cela pourrait peut-être vous donner une bonne indication quant à savoir si c'est une entreprise qui est illégale ou pas. En matière de crypto-monnaie également, je pense qu'il est important également de fournir les adresses des portefeuilles chauds et froids, par exemple. Cela vous permet également d'établir un petit peu le niveau de risque d'exposition. Alors, dans ce questionnaire également, c'est la partie peut-être la plus lourde, il s'agit vraiment de la partie compliance. En tant que banque, évidemment, vous avez envie vraiment de suivre ces différentes étapes et vous avez envie de voir les différents outils qui sont utilisés pour vérifier les clients. Est-ce qu'on utilise les adresses IP, par exemple, pour le screening? Est-ce que c'est un screening négatif, par exemple, en cherchant dans les médias, en voyant s'il y a des sanctions ou pas? Autre point important également à savoir, quelles sont les circonstances dans lesquelles ces vérifications ont lieu, les vérifications des fonds, quelles sont les juridictions et les entreprises avec lesquelles on ne travaille pas, par exemple. Ça, je pense que c'est important pour évaluer vraiment l'appétit en matière de risque. Ensuite, le devoir de vigilance. Là également, n'oublions pas que ces bourses ont besoin de transactions à la fois fiat et crypto. Donc, les questions qu'il faut poser sont les suivantes.
Comment, par exemple, est-ce qu'on utilise Chain Analysis? Comment c'est utilisé? Généralement, il est important également de savoir si ce sont des entreprises qui ont un comportement traditionnel avec un système d'alerte en place sur les typologies drapeau rouge. Voilà, si par exemple, il y a des montants qui ne sont pas cohérents par rapport au profil du client, est-ce que des alertes sont envoyées? Est-ce qu'il y a un contrôle de la vitesse, par exemple? Si, par exemple, on voit qu'il y a quelque chose de louche au niveau des transactions, est-ce que les transactions sont suivies? Et si on suspecte quelque chose, quelles sont les actions prises? Autre partie importante, le reporting. Il est important de comprendre la procédure de reporting. Est-ce qu'il y a un seuil, par exemple? Que faire en matière de reporting? La surveillance du marché, c'est également très, très important dans l'industrie. Et je pense qu'il est important là de comprendre si cette entreprise de crypto-monnaie a mis en place des contrôles pour empêcher les manipulations de marché. Autre élément également qui est très spécifique à cette industrie, ce sont les crypto asset listings. Là, je dirais qu'il est important de comprendre le portefeuille de produits, voir si l'entreprise accepte par exemple des coins privés, comment la société évalue l'ajout par exemple de nouvelles offres. Généralement, ces entreprises doivent avoir en place des politiques en matière de crypto asset listing et des procédures bien en place. L'aspect sécurité maintenant, l'aperçu sécurité, c'est la partie suivante du questionnaire. Là, on aborde plutôt la tolérance de l'entreprise. Il est important de poser des questions comme par exemple, est-ce qu'il y a eu par exemple des cas de violation de la cybersécurité, des vols de portefeuille? Est-ce que par exemple il y a eu des déclarations de vol ou de fraude par exemple? Est-ce que le client par exemple a mis en place des plans de business continuity ou de reprise après catastrophe? Voilà. Ceci clôture le questionnaire. Nous allons poursuivre maintenant avec ce point suivant, l'utilisation des renseignements on-chain pour évaluer un client potentiel. Là, je pense que les entreprises doivent pouvoir articuler les contrôles internes qui sont en place et voir dans quelles circonstances ces dossiers pour activités suspectes sont présentés. Il faut évaluer la situation. Ce sont des questions évidemment que l'on peut garder à un niveau très général, mais on peut également creuser davantage et poser des questions beaucoup plus détaillées si nécessaire. Comme je vous le disais, en matière de crypto-monnaie, nous pouvons effectivement utiliser les activités, les données on-chain pour tester les politiques et les contrôles qui sont liés par exemple au dépistage des sanctions et d'autres activités risquées, et pour identifier également les criminels et les récidivistes. On voit que Chain Analysis identifie les services de crypto-monnaie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dans des juridictions à haut risque comme en Iran ou au Venezuela. Vous avez ici un client qui reçoit des transactions de Venezuela et ces transactions vont déclencher une alerte. Donc, la bourse, alors à ce moment-là, va pouvoir poser des questions. Quelles sont les actions qui ont été prises par rapport à ces transactions? Et cela vous donne la possibilité de vérifier et de tester ces politiques pour pouvoir les appliquer vraiment en pratique. Autre sujet vraiment d'actualité dans ce domaine, les désignations de sanctions. Alors là, effectivement, les adresses de crypto-monnaie dans les désignations de sanctions. On a commencé déjà en novembre 2018 où là, l'OFAC a ajouté deux ressortissants ou deux individus basés en Iran et leurs adresses de crypto-monnaie à la liste SDN parce qu'ils étaient impliqués dans un cas de ransomware. Vous avez d'autres cas ici à l'écran, notamment des ressortissants russes qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont participé à une campagne de phishing. Vous avez ici toute une série d'exemples et cela a un impact très très important sur l'industrie parce que le nombre d'adresses est beaucoup plus important que précédemment. Mais de façon générale, les désignations OFAC sont très utiles
pour l'industrie parce que les entreprises savent maintenant qu'il ne faut vraiment pas faire de transactions avec ces différentes adresses. Voilà, à partir du moment où vous avez décidé de travailler avec un client ou un certain nombre de clients, eh bien, vous allez passer à la phase de vérification. C'est vraiment l'étape là de suivi des transactions de façon continue. Ici, il est important de faire la différence entre une activité risquée qui a eu lieu parce qu'il y a eu, par exemple, un problème dans les contrôles internes de la société ou tout simplement parce que l'entreprise n'a pas du tout considéré l'activité et ne l'a pas estimée comme étant risquée. Alors là, je pense que dans la finance traditionnelle, eh bien, voilà, vous voyez les transactions qui passent par votre système en tant que banque, mais dans le domaine des crypto-monnaies, vous voyez les activités on-chain. Vous arrivez à les suivre de façon indépendante et donc cela vous donne la possibilité d'aborder ces questions avec le client en tant que tel. Et vous pouvez lui poser ces questions très importantes. Si vous voyez par exemple une augmentation dans les activités risquées sur le portefeuille de votre client, eh bien vous pourriez poser la question à l'entreprise. Est-ce que vous êtes au courant de cette activité? Quelles sont les actions mises en place? Avez-vous des politiques ou des procédures? Est-ce que par exemple vous avez l'intention de remettre un rapport pour activité suspecte, etc., etc. Il est également important de comprendre que si le service avec lequel vous travaillez ne présente pas ce rapport pour activité suspecte, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ne considèrent pas que c'est une activité suspecte ou bien est-ce qu'il y a un problème au niveau de leur contrôle interne? Dans le cadre de ce suivi continu, je pense qu'il est important de réaliser également une analyse historique. Et là, je dirais qu'il est important vraiment de poser des questions aux clients. Comment est-ce que vous faites pour screener vos transactions? Poser des questions beaucoup plus spécifiques, par exemple, au sujet de ces transactions. Vous pourrez, par exemple, leur demander s'ils utilisent une enquête des forces de l'ordre ou d'autres types de mesures. Vous pouvez également leur demander s'ils ont changé, par exemple, leurs procédures et leurs politiques en interne pour atténuer ces activités. Vous pouvez également poser davantage de questions sur les activités risquées et poser des questions beaucoup plus précises. Que pourriez-vous nous dire, par exemple, par rapport au client qui est le propriétaire de ce portefeuille? Est-ce que c'est un client actuel? Quel est le type d'entreprise? Quelle est la quantité d'activités, par exemple? Quels sont les montants qui circulent sur ces comptes pendant la relation que vous avez avec ce client. Voilà, ça c'est pour donc conclure la partie évaluation. Nous terminons maintenant par la phase vraiment de peaufinement et le seuil périodique et la révision politique. Puisque nous avons abordé ces crypto-monnaies, ces entreprises de crypto-monnaies, vous vous sentez peut-être un petit peu plus à l'aise. Vous allez maintenant avoir envie de commencer à travailler avec d'autres entreprises ou bien au contraire, vous ne vous sentez pas du tout à l'aise et vous allez vraiment conserver les politiques et les procédures en tant que telles. Donc, n'oubliez pas, ça c'est un grand conseil, il est important vraiment de regarder un petit peu en arrière et de faire une analyse rétrospective. Voilà, ceci complète notre présentation. Une petite étude de cas peut-être pour terminer. Nous avons Kunal Kalra, qui est un résident en Californie, qui a plaidé coupable parce qu'il était le propriétaire d'une entreprise qui n'avait pas de licence. Il a échangé jusque 25 millions en monnaie virtuelle et en cash avec des individus, mais bon, c'était essentiellement des trafiquants de drogue et d'autres criminels. Il a établi des comptes en banque au nom d'autres personnes, de fausses entreprises. Il a également admis qu'il avait échangé à peu près 400 000 $ en cash en Bitcoin pour un agent infiltré. Un petit peu plus tard, Kalra a vendu presque 1 kilo de méthamphétamine à cet agent infiltré et ensuite il a rencontré le même agent infiltré un petit peu plus tard pour un échange de 50 000 $ en Bitcoin. Alors là, je pense qu'il est important vraiment d'utiliser cette stratégie de compliance parce qu'en utilisant cette stratégie,
vous auriez pu en fait déceler ces transactions suspectes et vous auriez très certainement pu utiliser la typologie des drapeaux rouges, lancer une alerte et faire un reporting aux autorités. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je repasse la parole. Thank you, Joseph. So I hope now people can hear me clearly. So we have two questions. The first one to Willem and second to Joseph. There was a few questions in the chat which has been answered. So I think we are good from this point. I would invite Willem to or Joseph, while Willem speaks, to put your email address, because we have not seen yet, or maybe you can show the slide. Yes, because really Willem and Joseph are here to answer your questions. So really, please use this possibility. Willem, question to you, given that you focus on the French market, so but you also cover other countries. So what's your view on how France compares to other countries in terms of crypto activity? So you gave the number of 121 billion. So how does this compare to similar countries like Germany or UK? And also from a regulator or law enforcement, do you see, I mean, some specificities in France compared to what you see elsewhere in Europe? Thanks for that question. So France is very active in crypto adoption. If you look at retail adoption, it's very large. So the number I shared in the chat, 121 billion, that's what was received over a 1-year period recently just in Bitcoin. That's ignoring DeFi, for example, decentralized finance, which is a big area of growth. And so France globally is number 7, lucky number 7 in terms of the amount of crypto, the amount of Bitcoin received. So that's a good position. But I think another interesting number is that France is doing very well with decentralized finance adoption. French people seem to love Ethereum, which is the blockchain that most DeFi protocols are based on. And if we look at our proprietary research, we find that France is 11th globally with DeFi. And so you asked specifically about financial institutions and the governments. How does that activity compare to what we're seeing in other countries? There's a lot happening in France, for example, with asset managers that are finding creative ways of giving their customers exposure to cryptocurrency. But when we look at the big banks, they are taking steps to understand how they are exposed to cryptocurrency. They are equipping themselves to be able to fight back if there is fraud. And they are also very interested in security tokens. So French banks are looking at how they can tokenize a bond or another traditional asset and then play with that. They're still a little bit behind in terms of actually interacting with the cryptocurrency itself. But we expect that will be changing very quickly in the coming months and years. We have a great question from Laurent. So, I mean, there is a paradox that cryptocurrency is less transparent than cash, but still attract more criminal activities. So why criminal use a system that is actually more transparent? Yeah, so it's true that cryptocurrency is very transparent. Everything gets registered in the ledger, le registre d'une blockchain. It's there forever. It's very hard to change that information, but there still is a lot of misconception around crypto. A lot of people think that it's completely anonymous, and a lot of people think that advanced analysis isn't really going to help.
So there's a lot of people that will be sending crypto that will be doing scams, getting that crypto, and then trying to launder that money. So there's a lot of ways of looking at this, but the main answer I have is that there's a lot of misconceptions. People will still, a lot of people still think Bitcoin is completely anonymous, but that's just not really the case. Interesting. There is a great question that maybe I think may require longer discussion. So I would suggest Philip and Stefan, you actually send your question to Willem separately, because I have also a question very important from to Josep, which builds on what Willem said about the financial institutions. So I mean, we talked about France, but what is the maturity of financial institutions in regards to the crypto markets, Josep? So what's your big view? Mm-hmm. Thank you. That's a great question. I think we see, like with everything, banks are very sort of, different. So we see banks that are embracing this and are already providing custody services. I think the neighbor to France, Germany is a very good example of that. Many banks are doing custody services, but then you have the whole other side of the spectrum who doesn't even want to touch it. And then you have something in between who is onboarding clients, banks who are onboarding clients, and trying to work with the industry, but just aren't there yet in terms of perhaps the maturity, but they're very interested in. But if I can just, bring you back on when I started in cryptocurrency in 2014 and throughout 2017, there was almost no banks who was willing to take cryptocurrency businesses as clients. And today that has changed to a large degree. So I would say that general majority has increased a lot, or the market has matured. But obviously there are, like in every industry, you have movers who are more progressive and first movers in the business. There are different ones that are a little bit slower to adapt, but still fairly on the forefront of things. And then you have very conservative banks that are not interested in cryptocurrencies at all. So I think it's a very mixed bag. Obviously across the globe, you have big hubs here and there, but yeah, mixed bag, I would say. Thank you, Josep. So I would like to insist on the quality of translation. I was following translation in French, and what we ask our translator to speak and translate for an hour, a full hour, is, remarkable. And I don't want to go beyond the hour, because then, we should not translate more than 20 minutes, and our translator did 1 hour. So for the people who are listening, I would really encourage you to send a note to Willem and Josep. You can see the dedication and passion for the topic, and also the capacity to explain very complex things with a step-by-step approach. So thank you very much to translators. Thank you very much, Willem and Josep. This session will be made available on InCyber. You can watch it again, and if you want the presentation for in particular, I think the data from Willem and all the steps for the compliance from Josep is really super clear and super detailed. So send an email to Willem and Josep, and they will reply back to you. Thank you all, and you can watch this very dense session very shortly in the coming days on InCyber. Thank you, Willem. Thank you, Josep. Thank you for having us.